Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous ça va tranquille. Aujourd'hui on est dans l'émission Le Militant du jour. On est venu soutenir notre ami, notre camarade qui était convoqué pour surtout son projet avec l'école panafricaine. Et le militant du jour qui va se présenter et ensuite nous donner effectivement son avis, son opinion sur cette injustice que cette camarade est en train de vivre. Bonjour. Oui, bonjour. Je dirais que c'est un grand moment qui nous réunit et c'est une des qualités de ce grand moment. C'est vrai que ce qui se passe, c'est quand même très surprenant, mais on voit une chose en fait, c'est qu'aujourd'hui, ils se rendent bien compte que le monde noir a changé, qu'il a des ambitions, qu'il a des désirs, qui sont des désirs d'élévation. Et je pense que de toute façon, l'école, elle se fera, puisque c'est dans l'air du temps. Vous savez qu'au Canada, il y a eu des écoles qui se sont créées, ça fait beaucoup de remous. Mais le gouvernement canadien a dit, voilà, on ne veut pas qu'un dollar canadien aille dans cette affaire-là. Les Noirs se sont organisés, ils ont financé leur école, ils ont eu leur école. Et il y a beaucoup d'écoles comme ça qui se sont créées aussi aux États-Unis. Moi, c'est vrai qu'il y a une école qui est venue me chercher pour faire des ateliers sur les mathématiques africaines. Sauf que moi, j'étais en déplacement au Canada quand une école afrocentriste de New York était venue pour pouvoir discuter de ça. Parce que moi, je vois quand même beaucoup d'enfants en milieu scolaire. J'ai déjà quand même vu 14 000 enfants, ce qui n'est pas rien, un peu partout à travers le monde. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une chose, c'est qu'à dire qu'on m'accuse de vouloir rendre les enfants noirs plus intelligents que les enfants blancs. Disons-le franchement, puisque c'est l'institution qui le dit, alors que c'est pas ça. Le but du jeu, c'est de révéler à l'enfant que chaque civilisation africaine a bâti ses algorithmes. Et ces algorithmes-là, c'est ce qui fait fonctionner les téléviseurs aujourd'hui, les téléphones portables, les ordinateurs. Ouais, même sur YouTube, ces algorithmes. Mais bien sûr, on a fait un colloque mondial des mathématiques africaines, on a fait venir l'intelligentsia mondiale sur cette thématique. Monsieur Rouen Iglache, qui est un des spécialistes de la question, a bien dit que ce que les Noirs traînent, je dirais, à comprendre, c'est que lorsque vous allumez un ordinateur, vous rentrez dans le cerveau d'un Africain. Parce que la seule personne, et j'ai posé la question, j'ai dit, mais est-ce qu'en faisant le tour du monde, vous avez trouvé d'autres peuples qui avaient des systèmes de mathématiques aussi originaux que les nôtres? Tout le monde m'a dit non. Et que c'est pour cette raison que notre système de mathématiques sert aux technologies les plus avancées. Maintenant, la chose, c'est que lorsque je dis, je vais prendre un groupe de gamins de 10 ans, de 8 ans, et on va leur apprendre à faire de la technologie à travers les mathématiques africaines. Oh, c'est une levée de bouclier, c'est toute une série de choses. Et ce sont nos mathématiques, non? Vous êtes content de les mettre dans l'ordinateur. Est-ce que vous permettez, je vais vous demander la permission pour prendre des gamins de 8 ans et leur expliquer comment ces mathématiques-là font fonctionner un ordinateur? Non, je fais. Mais pour faire, après, il faut se donner les moyens. Parce que si vous partez à une subvention, c'est même pas la peine. D'ailleurs, nous, on n'est pas des demandeurs de subvention, parce que ça ne nous apprend pas à être autonome. Or, le but du jeu, c'est l'autonomie. Et la deuxième chose, c'est avoir la capacité de rationaliser ces projets pour les financer. C'est comme un escalier, première marche, deuxième marche, troisième marche. Eh bien voilà, on finance marche par marche, et puis on finit par monter très haut. C'est ça le but du projet. Là, aujourd'hui, c'est vrai que quand on dit militant, moi, je me considère plus comme un élévateur. C'est-à-dire, c'est quoi ce qu'on appelle l'élévateur? C'est-à-dire apprendre à l'individu que lorsque tu viens sur Terre, tu as une double présence de toi-même, la matière et l'esprit. La matière a ses limites, c'est vrai que ton bras, tu vas le tendre, tu ne peux pas aller toucher un truc à 3 mètres, mais ton esprit, tu peux l'envoyer au Japon. Et cette capacité qu'on a à avoir un esprit surpuissant, si on le met dans le sens de l'élévation de soi, on est capable de faire de grandes choses. Mais là où il faut les faire aujourd'hui, ce n'est pas individuellement, il faut pouvoir les faire collectivement. Parce que le peuple noir a un déficit de réussite collective. Et sur la réussite collective, il faut des gens honnêtes, intègres, des gens qui n'ont qu'une parole, voilà. Mais il faut être comme ça dans sa vie. C'est pas je suis honnête au boulot et puis avec les amis je mens. Non, il faut pouvoir avoir quand même une espèce de cohérence, une harmonie intérieure. Donc on commence petit à petit. Et la chose, c'est que apprendre aux jeunes, écoute, tu peux monter ton business, tu peux monter ton activité et te réaliser. Pourquoi? Parce que tu peux avoir autour de toi des gens intéressés par ton activité qui vont déjà assurer par les contrats qui te passent tes frais fixes. Après, tout ce que tu fais en plus, c'est des bénéfices. Et on commence petit, on voit grand. Mais Monsieur Omotunde, justement, aujourd'hui, cette militante est convoquée justement parce qu'elle veut effectivement l'élévation du peuple guadeloupéen en créant effectivement une école panafricaine qui va apprendre la culture guadeloupéenne, comme elle nous a expliqué lors de sa conférence, en sachant effectivement combien de rivières qu'il y a en Guadeloupe, où sont
le départ des rivières, la terminaison, des choses qu'on n'a jamais appris à l'école. Pourtant, ça fait partie de notre architecture guadeloupéenne. Pourquoi cet acharnement qu'elle puisse pas ouvrir, qu'elle puisse pas commencer son projet? En fait, il y a une chose que vous devez comprendre. Une seule génération suffit à changer de cap. Et vous voyez bien que le colonialisme a joué sur une génération qui a cramé tout le monde. Vous voyez, il y avait une génération, c'était les Aimé Césaire, quand ils partaient faire des études, ils avaient des grandes ambitions pour le monde noir. Eh bien, on a brisé ça, et après la génération d'après, quand elle allait chercher les boîtes de nuit, alors que les gens cherchaient les amphis pour se réunir. Donc une seule génération a cramé une dynamique collective, et qui fait qu'on se retrouve à organiser plus de soirées que des débats intellectuels sur l'avenir du monde noir et compagnie. C'est ça, c'est juste une génération. Nous, le but du jeu, c'est pas de nous plaindre, ni de dire machin, c'est de dire simplement que si une génération a brisé la dynamique, une génération peut la reconstruire. Et c'est là où le bas blesse, parce que vous dites, oui, on va mettre des enfants à l'école, mais non, soyons honnêtes, on va recréer une génération qui va reconstruire la dynamique qui avait été perdue, mais qui va la rendre multiforme, parce qu'elle était très intellectuelle, Non, il faut la rendre dans l'art, dans la culture, dans la musique, dans le business, dans la finance, dans tout cela. Et là, aujourd'hui, il y a une foisson. Vraiment, l'arbre a beaucoup de feuilles, beaucoup de racines, beaucoup de branches. Donc, ça veut dire que c'est un arbre puissant. Mais la chose, c'est que les feuilles ne sont pas sur l'arbre. Donc, il faut ramener toutes les feuilles sur les branches, consolider le tronc et les racines, je m'en occupe au niveau de l'histoire, avec le professeur Obenga et d'autres. Vous voyez? Et c'est ça qui va faire que l'arbre sera puissant, parce que toutes les feuilles seront rattachées aux branches. Donc c'est ça aussi, ce travail-là. En gros, ce que vous dites, c'est que tout ce qui est effectivement, qui n'est pas forcément pour cet épanouissement, tout ce qui peut nous abrutir et tout, ils vont le laisser effectivement en développement, mais tout ce qui peut permettre cette élévation, ils vont le restreindre. C'est-à-dire que, vous savez, vous avez une variété humaine, leucodermique, qui a décidé qu'elle est propriétaire de tout. Elle est propriétaire de votre âme, de votre esprit. Si vous priez un Dieu, il faut prier le Dieu dans son bouquin. Bon, le gars a le droit de rêver. Moi, je ne vais pas lui dire je t'interdis de rêver. Sauf que je ne suis pas obligé de marcher dans son rêve, c'est tout. On ne va pas s'affronter. Ça, c'est ton rêve, c'est pas le mien. Donc tu as le droit d'avoir ton rêve, j'ai le droit d'avoir le mien. Mais je ne vais pas passer mon temps à critiquer ton rêve. J'ai pas de temps à perdre. Moi, j'ai le mien, mon rêve. J'ai besoin de bâtir. Et c'est là où il faut apprendre à changer de cap. Parce que tout autant vous occupez de l'autre, ben, vous n'avez pas de temps pour vous occuper de vous. Et le gars, lui, il a tout un bataillon de personnes pour te faire perdre du temps. Donc je dis non, laissons le cher ami, on sait où il veut en venir, on ne peut pas se prendre la tête. Nous, on veut reconstruire une génération dynamique, capable d'entreprendre collectivement et de faire en sorte que cette génération va imprimer la marche à suivre à tout le monde, et vous allez voir que de fait, tout le monde va suivre. Donc c'est là où, je dirais, on n'a pas besoin de s'exciter, puisque moi, je vous dis une chose, nous avons changé d'air. Nous ne sommes plus dans l'ère des poissons, nous sommes dans l'ère du Verseau. L'énergie cosmotonique a changé. Donc, tout le monde a déjà fait son école, il reste que qui? Nous. Mais vous pensez que avec le potentiel qu'on a, les compétences qu'on a, les désirs qu'on a, le souci de voir qu'on est aussi des enfants beaucoup moins aliénés que ceux que nous avons été quand nous étions gamins, comment voulez-vous empêcher cette dynamique-là? C'est reculer pour mieux sauter. Vous voyez? Mais la chose, on doit comprendre que l'univers crée une chose et crée son contraire. Mais le contraire de la chose, c'est pas pour empêcher la chose de se faire. La chose, elle dit simplement une chose qui est très simple. Si vous n'êtes pas déterminé, ça ne se fera pas. Vous voyez? C'est-à-dire, il faut savoir où tu veux aller, te donner les moyens d'être déterminé. Et les choses vont se réaliser. C'est ça. En tout cas, c'est vrai que c'est bien d'avoir des personnes, des penseurs comme vous, pour que la population puisse justement avoir plus d'informations. Et nous aussi, on se met à votre disposition à chaque... Je vais vous dire une chose. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, depuis le 15e siècle, nous avons un problème. Le juge, il n'est pas objectif. Il fait partie de la partie adverse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la possibilité d'avoir justice, c'est quelque chose de compliqué parce que le gars, il est jugé parti. Est-ce que vous comprenez? On l'a assisté, on a participé au procès de M. Domota, de M. Clavier. Vous voyez bien que l'affaire, c'est du grand n'importe quoi. Bon. Mais les choses vont changer. Il y aura bien un jour où le juge, il ne sera plus jugé parti. Il sera un juge objectif qui n'aura ni d'intérêt dans l'une des parties, ni d'intérêt dans l'une des parties, qui va simplement écouter objectivement, est-ce que ça, c'est normal? C'est tout. Qu'est-ce qui fera qu'on va arriver à ce niveau? Poutine. Non, je vais vous expliquer. Bon, je vais vous expliquer pourquoi. D'accord? Parce que les gens disent des choses, oui, mais il faut savoir monter à des certains niveaux. Oui. D'accord? Bon. Peter Botta,
à l'époque où il présidait l'Afrique du Sud, avait passé un accord avec les Occidentaux, c'est de mettre les Noirs dans des réflexions à très court terme et de ne jamais leur permettre de faire des réflexions à moyen terme et à long terme. Donc il disait, le moyen et le long terme doit être notre propriété, le court terme, on laisse ça aux Noirs, le très court terme. Vous voyez, ça a très bien fonctionné, puisqu'on fait des projets à très court terme, mais sur le long terme, machin. Bon, on est une génération, on arrive maintenant sur le moyen terme. D'accord? Donc qui fait que on essaie de nous bloquer sur le court terme, mais le moyen terme est déjà enclenché. C'est-à-dire la dynamique, on sait déjà où on va en venir. Bon. Mais la chose, c'est qu'en face, avec tout ce qui se passe et ce déchirement donc, au niveau de l'Occident, et cette confrontation par rapport à Poutine, la problématique de fond, elle est très simple. D'accord? Les Occidentaux n'ont pas de richesse dans leur sous-sol. En fait, ils n'ont rien. Eux-mêmes l'avouent de plus en plus, tous les jours. Vous avez un Occidental, un expert de ci, un expert de ça, qui dit mais on a un sous-sol vide. Bon. Vous avez Poutine en face qui a beaucoup de choses dans son sous-sol. C'est impressionnant. Bon. Vous avez la Chine qui a besoin des richesses du sous-sol de la Russie. C'est pour ça qu'ils bâtissent des ponts, ils font des routes commerciales, ils bâtissent des lignes ferroviaires, tout ça. Bon. Mais il y a une chose qu'ils savent, c'est que s'ils veulent avoir la paix, et ne pas se retrouver écrasés demain, c'est que l'Occident qui n'a pas de matières premières prend bien ces matières premières-là quelque part. Et ce quelque part, c'est l'Afrique. D'accord? Vous voyez aussi les remous que ça fait en Amérique du Sud avec le Nicaragua aujourd'hui, le Venezuela. Bon. Et la chose, c'est qu'ils prennent les matières premières de façon illégale. C'est-à-dire sans l'approbation du peuple, qui ne voit pas le développement alors qu'on lui... Il voit qu'on prend des richesses, mais il ne voit pas de ses yeux le développement, la route, l'école. Il ne voit rien. Bon. Donc à partir de ce moment-là, lorsque quelqu'un vient proposer une alternative, non pas pour aider l'Afrique, parce que c'est là où les gens se trompent. Poutine ne peut pas venir en Afrique, ou la Chine ne peut pas venir en Afrique pour sauver la... C'est pour se sauver eux-mêmes. Parce que si les Occidentaux prennent les matières premières en Afrique, ils vont casser la gueule de qui? De la Russie et de la Chine. Est-ce que vous comprenez? Mais justement, qu'est-ce que vous pensez à ce président africain qui est allé voir M. Poutine pour lui dire on n'a pas de riz, on n'a pas de denrées, il allait demander? Moi, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se dit. J'ai un autre point de vue. D'accord? Alors, je vais expliquer mon point de vue, même pour la première fois devant un média, parce que, voilà. Moi, j'ai été au Congrès mondial de la faim dans le monde lorsqu'il était question de la faim en Afrique. D'accord? Ce congrès mondial s'est déroulé au ministère de l'Agriculture. Nous étions 2 Noirs dans la salle, ce que je ne comprenais pas, puisque c'est un congrès mondial sur la faim en Afrique. Où sont les médias? Où sont les journalistes? Où sont les personnes? Comment ça se fait que sur un truc aussi important, on est 2 Noirs? Il y a moi et François Dingwe qui est économiste de l'Union africaine. Donc c'est quand même très étrange, non? Bon. Les gens parlent, mais qu'est-ce qu'ils vous sortent? Ils vous sortent par exemple qu'ils vont faire un bâton lyophilisé dans lequel il y aura toutes les vitamines. Il suffira de tremper le bâton dans l'eau, ça va gonfler et la personne quand elle va manger ça ou l'enfant, il aura tous les nutriments pour la semaine. Bon. Vous comprenez qu'à un tel niveau d'ineptie, je me suis levé et je leur ai dit ce que je pensais. Et là, il y a un vieux monsieur qui est venu vers moi qui m'a dit « Monsieur, j'ai besoin de vous parler. Mais il faut que je vous parle en privé. » Donc il m'a fait sortir de la salle et on est sorti. Et ce monsieur, qui est un Français, il m'a dit, je me présente, bon je ne me rappelle plus son nom, mais il m'a dit, j'avais en charge au moment de l'indépendance l'agriculture, donc c'est-à-dire les stratégies, la politique d'agriculture pour tous les pays africains. Et comme j'avais la courbe de la démographie, j'ai fait des rapports à tous les organismes internationaux en leur disant que comme ma mission c'est de veiller à ce que l'Afrique ne manque pas de denrées alimentaires. Donc voilà ma préconisation. Quand il a fait sa préconisation, on lui a dit il faut monter à Paris puisque c'était le précaré français. À Paris, on lui a dit que la France n'a pas la main sur des grands projets comme ça parce que, vous savez, depuis le débarquement des Américains, ils ont signé la reddition de la France. Donc la France ne peut faire que ce que l'Américain l'autorise à faire. Bon. Donc on lui a dit d'aller aux États-Unis. Bon. Il a été aux États-Unis et qu'est-ce que les Américains lui disent? Les Américains lui disent que l'Afrique n'aura pas l'autorisation de développer une filière d'agriculture. Et que les seules filières d'agriculture qui seront développées, comme ce qui se fera au Sénégal, ce sera pour produire du riz. Dans une région où le riz est très haut de gamme, d'ailleurs, et ce riz-là part au Qatar aussi, puisque quand je voyage à un certain moment, je mange un riz extraordinaire, on me dit que ça vient du Sénégal. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, ce riz-là va directement à Las Vegas, aux États-Unis, enfin des endroits comme ça. Bon.
Et lorsqu'il a dit, mais attendez, le problème c'est que l'Afrique va se retrouver à un moment dans la faim et la pénurie. Il a dit non, l'Afrique va recevoir l'excédent américain et l'excédent européen. Et donc, c'est pour ça, il me dit, c'est pour ça que je suis venu. Parce que je leur avais dit que ce problème-là allait se poser. Parce qu'il suffit qu'il y ait un problème d'intempérie, la production elle chute. Bon, et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En 2008, rappelez-vous, il y avait eu les émeutes de la faim. Je suis allé à la télévision. Et j'ai protesté en disant que le fait d'avoir choisi cette stratégie-là, comme les traders ont joué sur le blé en bourse, ça a fait monter le cours du blé. Donc vous voyez, l'Algérie, Haïti, l'Égypte, la Tunisie, tout ça avait baissé en un week-end, mais il y a eu des émeutes, on n'avait jamais vu ça. Donc moi, dès le lundi matin, j'étais à la télévision en train de dire, mais regardez votre travail. Donc du coup, lorsque vous voyez Macky Sall qui va voir Poutine pour dire ça et que tout le monde invective Macky Sall, je dis, écoutez bien, aux indépendances, il y avait des gens qui étaient chargés de faire en sorte que l'Afrique ne soit jamais en pénurie alimentaire. Mais l'Américain a dit non. Et personne ne pouvait aller contre la décision américaine. Et que si on voit maintenant que Poutine va voir le Russe pour dire nous n'avons pas, ben, moi je vais vous dire une chose, plantons, moi je gère plusieurs hectares de terre avec des paysans africains, moi je sais qu'en ce qui me concerne, et je peux vous montrer des images et des vidéos, on est en train de récolter nos affaires là en ce moment. Hein. D'accord. Ce que les gens racontent, moi c'est pas mon problème. Ah ben nous on veut vraiment avoir ces images. Qu'est-ce que tu fais pour que les gens dans telle ville ne crèvent pas la dalle? Exactement. Moi j'ai financé des motopompes, j'ai acheté des tuyaux de plusieurs... Attendez, j'en montrais hier un tuyau de 4 km que j'ai acheté. Donc on a acheté au niveau d'Anija pour pouvoir pomper de l'eau dans un fleuve et ramener ça dans un champ. Hein? Donc 4 km, à tel point que le gars nous disait attention, il y a des zones où il y a des serpents, on ne peut pas filmer tout le tuyau, on va le prendre plus loin. Mais toujours est-il que moi, il y a une chose que je sais, c'est que moi je peux vous montrer, voilà ce que je fais. Je me suis occupé de la Tchéquie en Côte d'Ivoire. Quand il y a eu Laurent Gbagbo et Ouattara qui se sont fightés, notre usine a été détruite, on fonctionnait avec 1000 femmes. Là, on est en discussion pour reconstruire l'usine. Moi, je ne suis pas en train de dire machin. La chose, c'est que je dis, l'Afrique a des terres, comme j'ai vu au Cameroun, entre Yaoundé et Douala, on a des terres. Au lieu de discuter sur ce comme Michel Jacques, qu'est-ce que toi tu fais? Parce que tout le monde dit Macky Sall, oui, mais qu'est-ce que toi tu fais? Donc en gros, vous dites effectivement de pointer le problème du doigt, c'est une chose, mais il faut amener une solution. Moi, je dis une chose, je peux vous montrer des images. J'ai des champs à perte de joues. Je vais voir le paysan, je lui dis, mais pourquoi tu cultives que là, alors que tout ça, c'est des machins? Il me dit, oui, j'ai pas de machin. Je dis, qu'est-ce qu'il te faut pour aller à l'horizon là-bas? Il me dit, bon, ben, si j'ai des motopompes, si j'ai des trucs de tracteur, si j'ai, j'ai dit, je fais la liste. J'ai un collaborateur sur place. On va voir les sociétés, on a monté une coopérative, combien ça coûte la motopompe, combien ça coûte le tuyau, combien ça coûte l'essence, comment ça met. Vous savez très bien que quand vous voyez les sous à Western Union, on vous faire une enquête sur vous pour savoir pourquoi vous envoyez les fonds. Donc il fait qu'on avait toutes les factures, quand on prend l'essence, quand on prend les trucs, et toutes les personnes qui ont fait des dons, on remplit les papiers pour dire moi, Jacques, je collabore au projet parce que je trouve que c'est important, au lieu de regarder la télévision et de voir les gens en train de pleurer, moi au moins j'organise les champs et les trucs. Vous avez des femmes qui sont là, ben les femmes où je vous montre les images, elles sont là en train de trucs. Maintenant, il y a de l'eau dans les champs. Elles n'ont pas besoin de faire 1 kilomètre pour aller chercher de l'eau avec un arrosoir. Attendez, on est là, on vit dans un pays machin. Il y a des femmes qui vont chercher de l'eau à 800 mètres, 1 kilomètre dans un arrosoir pour arroser un champ. Et on sert à quoi alors? Non, j'ai dit aux femmes non. Et quand on a pris le machin et que le tuyau est arrivé, l'eau est arrivée dans le champ, elles pataugeaient dans l'eau. C'est tout. Moi, les histoires de Macky Sall, je vais vous dire une chose. Hein. Je ne compte pas sur Macky Sall. Je compte d'abord sur moi, avec des paysans sérieux, c'est-à-dire des gens capables, quand je leur envoie 800 €, de me dire voilà ce qu'on a acheté, ça. Parce qu'aussi, je me suis fait truander. Mais, je dirais que ça fait partie du jeu, mais que comme ce sont des vieux, parce qu'il faut travailler aussi avec les vieux, je dis aux vieux, là pour le moment, tu es devenu jeune. Donc peut-être que le match aller, il y a eu des difficultés, mais au match retour, il faut que tu trouves un moyen de respecter ta parole de vieux. Il me dit, bon, ok, je vais machin, on va voir comment on va faire. Je lui dis, aucun problème. Moi, je ne suis pas la police pour venir voir, machin. Je te dis simplement que moi, je fais ça dans l'intérêt de votre intérêt. Mais il faut que tu joues ton jeu aussi pour que les gens de ton village puissent savoir ce qu'il faut. Donc c'est ça l'enjeu. Mais je ne peux pas en vouloir à Macky Sall, comme tout le monde s'invective, machin. C'est un révélateur qui vous révèle quoi? Ce que tout le monde aurait dû savoir, que l'Afrique, il y a eu, je vous dis, ce congrès mondial, ça fait combien? Ça va faire 5-6 ans qu'il y a eu un congrès mondial sur la faim en Afrique. Hein, ça a été dit.
Mais les Européens viennent avec des trucs, c'est du business qu'ils veulent faire, c'est pas régler ce problème-là. Mais la chose, c'est que l'Amérique a interdit à l'Afrique d'avoir une production interne pour ne pas concurrencer les marchés européens sur des denrées qu'ils seraient à même de pouvoir envoyer là-bas. Moi, je vous donne un exemple. On a fait la tchéquée de Côte d'Ivoire, mais je faisais des opérations dans les centres commerciaux avec Africamat, vous voyez, avec Madame Kouassi et compagnie, et on vendait de la tchéquée fabriquée en Côte d'Ivoire dans les centres commerciaux. Et on en vendait beaucoup. Moi-même, j'étais surpris de voir comment le truc partait. Vous voyez, parce que le fait d'avoir comme ça cet appel d'air sur des marchés hors africains et de soutenir les choses. Parce que moi, je peux vous dire aussi, moi, je trouvais aberrant qu'un chef d'entreprise africain prenne l'avion pour faire un rendez-vous et pour retourner en Afrique après. Je dis, mais pourquoi je peux faire le rendez-vous à votre place? Ben voilà, je faisais les rendez-vous. Aujourd'hui, vous avez des tablettes tactiles, ça vous permet d'être en direct avec le chef d'entreprise en Afrique. Mais je lui dis, ne prenez pas l'avion. On va travailler pendant 3 jours. C'est quoi votre société? C'est quoi votre marché? C'est quoi votre intérêt? Quel contrat vous voulez signer? Et puis je vais le représenter. Il suit le rendez-vous en direct sur la tablette tactile. Il est là, il intervient quand il faut. Vous voyez, je lui envoie les éléments par email en temps réel. Mais on fait le rendez-vous. Pourquoi le gars prendrait un avion pour venir faire un rendez-vous ou repartir? On a tellement d'argent à gaspiller comme ça? Non. Vous voyez, c'est ça que je veux dire par là. C'est-à-dire, au lieu de dire, ouais, t'as vu faire le reportage BFM TV de tout ce qui ne va pas, vois ce que toi tu peux faire de positif pour aider. Oui, on est d'accord. C'est tout. Moi, je ne peux... Vous savez une chose? La lumière, elle dit toujours une chose. Hein. Chaque fois que j'arrive quelque part, c'est bizarre, il n'y a plus de ténèbres. Donc, où est l'intérêt de parler des ténèbres? Puisque quand j'arrive, il n'y a plus de ténèbres. Je suis un peu comme ça. C'est vrai que nous aussi, on a mené des actions avec Unité contre la misère où on a demandé plusieurs aides au départ aux politiques et qu'on n'a pas reçu. On l'a fait nous-mêmes et puis... Tu sais, je vais te dire une chose. Il y a ce qu'il appelle ta conscience. Du moment de te dire, c'est pas la conscience des politiques, c'est la conscience. Exact. La chose, c'est que si tu as fait à hauteur de 50 €, c'est une première marche. La deuxième marche, tu vas faire à hauteur de 100 €. Le machin, parce que le gars, quand il a fait la production, il a vendu la production. Je lui dis, garde l'argent. Et je continue à t'envoyer 50 € supplémentaires. Donc il a vendu la production, il a fait 200 €. Mais je lui envoie, donc il a 250 €, alors qu'au départ, j'avais donné que 50 €. Il refait la vente. Là, il a 1000 €. Il me dit, maintenant, vous avez 400 €. Je dis, garde tes 400 €, j'en renvoie 50. Et finalement, il a 400. Je commence à 50, on est à 450 à la fin de l'année. Qu'est-ce qui empêche de faire ça? Vous comprenez ce que je veux dire par là? Le reste, pour moi, franchement, ça ne m'intéresse pas. Parce que, je vais vous dire une chose, de toute façon, tous ces problèmes-là, ça vont être réglés. Pourquoi? Parce que nous avons changé d'air. Le fait que ça soit mis en pleine lumière, ça vous montre déjà que le problème est en train d'être réglé. Donc, le temps à passer de critiquer, oui, vous avez vu, Poutine a été machin, c'est comme ça. D'accord? L'enjeu, c'est pas de l'accepter, c'est de se dire comment on s'organise avec les moyens que nous avons pour faire en sorte que notre contribution soit une contribution massive à la résolution de ce problème-là. On ne va pas aller dire à Poutine, Poutine, on n'a pas besoin de toi. On va simplement dire à Poutine, écoute Poutine, on a 10 doigts, on a des terres, on a les semences, on sait faire. D'accord? Si à la limite tu veux nous donner un coup de main, donne-nous de l'outillage pour pomper l'eau dans le fleuve, massivement, de manière à envoyer l'eau dans le champ qui est à 8 km du fleuve. Le reste, on va s'en occuper. Et vous savez ce que les chefs de village me disent? Ils me disent, Monsieur Moutoundé, vous avez raison, parce que ça nous permet de fixer les jeunes dans les zones rurales, plutôt que de les envoyer dans la ville. Parce qu'une fois qu'ils sont partis dans la ville, on n'a plus de nouvelles d'eux. Et puis finalement, ils oublient même la région à laquelle ils sont originaires. Mais là, on peut leur permettre de découvrir les savoir-faire de leur région. Exact. Et c'est comme ça que le jeune, il est debout, il a une activité, il a une rémunération, et il vit. Et le chef de village même revit parce qu'il voit qu'avec les trucs, ça lui permet d'avoir de l'argent pour payer une institutrice qui peut venir faire l'école aux enfants dans le village. Tout ça à partir du fait qu'on a commencé à mettre 50 € pour planter 2 trucs. Il a vendu, ça permet d'avoir de l'argent. Maintenant, il a une institutrice pour faire. C'est comme ça la vie. Hein. Vous savez, des fois, vous avez une zone, il n'a pas plu, il pleut juste une après-midi, et puis vous revenez le lendemain. Vous voyez, ouh là là, ça commence à verdir. Soyons comme la pluie. En tout cas, on a hâte effectivement de collaborer avec vous pour la misère qui est en Guadeloupe aussi. Je vais vous dire une chose. Moi, la misère qui est en Guadeloupe, c'est du furtif. Hein. Oui. Je l'ai déjà dit, je l'ai redit. J'ai monté un plan 500 millions de dollars par an. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons une usine de géothermie qui fait plusieurs millions par an et qui se sépare le pognon sans reverser à la Guadeloupe de l'argent. C'est-à-dire on n'a pas 1 €. Oui, c'est du jamais vu cette affaire. Il y a quand même un truc qu'on appelle l'entreprise citoyenne. Donc quand j'ai été protesté, c'est là que, bon, la mairie a reçu 250 000 €. Parce que je suis monté à Bouillante, j'ai fait un scandale. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire? Vous avez une entreprise, vous êtes en train de demander aux gens de mettre 2 € dans un parc-mètre au lieu d'aller chercher l'argent qui te revient.
Les Bouillantais n'ont pas envie aussi de partir en vacances payées par la ville de Bouillante. C'est quoi cette affaire? Tu as une usine qui fait des millions de dollars et tu es en train de barrer la route? Non, il faut se respecter. Exact. Il n'y a aucune route à barrer parce que c'est pas qu'on n'a pas d'argent, on nous vole notre argent. Il faut être très clair. Bon. La deuxième chose avec M. Gérald Bougré, on a dit qu'on peut construire une deuxième usine, beaucoup plus imposante que la première. Donc avec une rentabilité plus. Sauf que, au lieu de partager les bénéfices avec un petit groupe de personnes à l'autre bout du monde, on va partager les bénéfices avec les Guadeloupéens. Et nous allons développer tout simplement des zones par lesquelles les gens qui sont dans ce désir de faire telle chose vont recevoir un budget, les autres et compagnie. Développer l'artisanat et compagnie. Et ensuite bâtir une deuxième usine d'hydrogène qui nous permettra de stocker l'électricité. Parce que vous savez que le problème mondial, c'est qu'on produit de l'électricité, mais on ne sait pas le stocker. Et nous, on a la possibilité de construire une usine d'hydrogène qui va stocker l'électricité, et le Japon nous a déjà fait savoir qu'ils ont un tanker à hydrogène qui pourra venir se charger en hydrogène électrique en Guadeloupe pour ramener là-bas au Japon. Pourquoi ça intéresse beaucoup de pays? Parce que tout le monde sait qu'il faut bien préparer la pétrole, non? Et que la géothermie telle que nous la pensons, dans l'engineering purement guadeloupéenne, puisque M. Bougré est de Petit Canal, eh bien, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir dans le monde entier un domaine d'expertise qui nous permettrait, sur des modèles établis chez nous, réalisés, de montrer notre savoir-faire et d'avoir des bureaux guadeloupéens dans les 160 pays qui ont signé la COP 21. Vous voyez ce que je veux dire par là? Exact. Et donc, la réalité, c'est quoi? Et c'est ça que le monde noir doit comprendre. Le monde noir n'a pas de problème d'argent. Il faut que les gens se mettent la tête dans ça. On n'a pas de problème d'argent. C'est-à-dire que l'ANC avait fait un document qu'ils avaient envoyé à l'ONU. L'ANC avait dit que si un individu sort de là où il vient chez nous, il invente une montre, et il fait des milliards de dollars avec sa montre, il a le droit de séparer ça avec ses amis. Mais s'il prend la richesse dans notre sous-sol et qu'il en tire un profit, il faut partager ça avec tous les habitants, parce que le sous-sol appartient à tout le monde. Et le monde noir se retrouve dans une situation où lorsqu'on extrait des minerais dans son sous-sol, c'est partagé un petit groupe d'amis. Normalement, l'ONU doit être garant, mais ça ne fonctionne pas, parce que les mêmes financiers qui financent l'ONU sont les mêmes qui sont... Voilà, donc ça fait des trucs. La Guadeloupe se retrouve dans ce problème-là. La Guadeloupe a un problème. On tire des richesses du sous-sol de la Guadeloupe. Ce n'est pas partagé avec le Guadeloupéen. Vous comprenez? Le Guadeloupe n'a pas 1 euro. La Guadeloupe n'a pas 1 euro. On est en train de pleurer pour avoir demandé des subventions pour faire des routes, alors qu'on a le pognon pour le faire. Vous comprenez ce que je dis par là? Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut redistribuer la donne. C'est ce que Hugo Chavez a fait là-bas, c'est ce que Kadhafi avait fait. On sait comment ça s'est terminé. Mais la chose, c'était l'ère des poissons, c'est pas l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, il y a quand même Poutine, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a le Brésil aussi, qui s'aligne sur d'autres positions. Donc, ce qui veut dire qu'il faut maintenant, quitte à créer une ONU des pays qui se font emmerder par les Occidentaux, et on décide qu'à partir de maintenant, il y a une charte qui dit que toute richesse tirée dans le sous-sol d'un pays doit être partagée en premier avec les habitants du pays, au moins un minimum à 50%. Donc ça veut dire quoi? Moi je vous dis une chose, vous pouvez me croire ou pas me croire, mais chaque Guadeloupéen pourrait avoir 3 000 € par mois en ayant simplement la main sur son sous-sol. C'est pour ça que nous voulons que les Guadeloupéens soient actionnaires de ces usines. On a 4 usines à construire. Ces usines nous permettent d'alimenter en hydrogène les tankers. N'oubliez pas qu'un tanker pollue pour 50 millions de voitures. On a déjà des accords pour créer des stations de ravitaillement des tankers et des bateaux de croisière en hydrogène. Et notre hydrogène est parti à partir de la géothermie, c'est-à-dire une production d'énergie verte. Les Allemands nous ont déjà donné le feu vert parce qu'ils veulent une hydrogène verte. Ils ne veulent pas une hydrogène produite à partir de l'uranium, comme on le fait en France par exemple. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Exact. Donc du coup, ça fait qu'on a déjà des investisseurs. On n'a pas à demander ni à la mairie d'un tel, ni à... On a déjà des investisseurs. Pourquoi? Parce qu'il y a l'engagement vis-à-vis du climat. On a mis des fonds, mais là, vous voyez, les gens sont en train de retourner au fioul, ils retournent au charbon. Donc ça veut dire que l'argent qui est là, c'est plusieurs milliards de dollars, ne sert pas à la protection de la planète. Nous, on arrive, on dit voilà, on se lance dans la géothermie, on se lance dans l'hydrogène pour protéger la planète, mais on pourra fournir au pays. Donc une alternative au fioul par l'intermédiaire de l'hydrogène. Vous comprenez bien qu'on a déjà des préaccords parce que ça intéresse beaucoup de pays. Et regardez, même ceux qui ont signé des droits de ne pas polluer lors de la COP 21, puisque vous savez qu'il y a des pays qui ont vendu leurs droits de polluer à d'autres pays, mais même ça, ça ne gêne pas puisque la géothermie, ça n'émet pas de CO2. Donc ça ne change rien
votre émission de carbone par carbone, puisque la géothermie, c'est de la vapeur d'eau. Donc, à aucun moment, ça ne va nuire à un contrat. Vous n'aurez pas de pénalité parce que vous avez quand même enfreint le contrat. Donc, vous voyez, de toute façon, c'est-à-dire le monde noir a sa solution. La solution du monde noir est très simple. Respect de l'environnement, respect de la planète, production d'énergie sans polluer quoi que ce soit. Et c'est là que nos enfants doivent se lancer en engineering. Vous voyez? Et ce que nous devons faire, c'est être honnête. Ça veut dire quoi, être honnête? Comme l'ASC l'avait dit, même si ça ne s'est pas réalisé en Afrique du Sud, parce que Mandela, bon, pour le libérer, il fallait lâcher du mou, donc il a lâché du mou là-dessus. Si l'Afrique du Sud l'avait fait, avait tenu, on aurait eu beaucoup plus de poids à ce niveau-là. Une richesse qui émane du sous-sol d'un pays doit être partagée avec tous les habitants du pays. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Même si on se fixe un barème de 50%, pour le moment c'est zéro. On peut prendre 50%, non? Eh bien, ces 50%-là permettraient aux habitants du pays d'avoir 3 000 € par mois, sans rien faire. En tout cas, on va développer sur ce sujet. On va Je vais vous fouiller. dire une chose. Moi, j'ai fait un plan. J'ai expliqué aux gens dans le cadre d'une conférence qu'on a fait avec M. Bougré, clairement comment on pourrait avoir un fonds d'investissement guadeloupéen à hauteur de 100 millions par an. 100 millions par an. Donc, ce qui nous permettrait de financer, même des crédits, un data center du côté de Hans Bertrand et compagnie, pour avoir des lieux technologiques, de la technologie avancée, financés par notre production énergétique. Est-ce que vous voyez ce que je dis par là? Donc, c'est là. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, vous voyez que moi, je ne suis pas dans la lamentation. Parce que les solutions, je les connais. Vous voyez ce que je veux dire par là? Maintenant, la chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le paradigme. C'est-à-dire que les Noirs, on les a fait rentrer dans un paradigme occidental où il y a des barrières partout. Donc on les a placés sur une pseudo-plantation. Or, s'ils produisent de la puissance de réflexion, ils pourront s'élever au-dessus de ces barrières-là. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut élever la puissance de réflexion pour s'élever au-dessus des barrières du colonialisme et voir qu'aujourd'hui, on peut évoluer dans les eaux territoriales qui s'appellent « Je suis souverain de ce qu'il y a chez moi ». Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Motoundé, pour cette demi-heure que vous avez passée avec nous. Et on espère qu'on aura effectivement des demi-heures comme ça assez régulièrement. Vous savez, moi je rencontre beaucoup d'ingénieurs panafricains. Je suis très surpris de voir le... Vous savez, par exemple, vous avez des circuits électroniques dans les voitures. C'est un ingénieur panafricain qui a breveté ça, qui vend ça à toutes les marques automobiles. Et il a son laboratoire en Chine, c'est lui qui produit ça. Et j'ai rencontré des gens qui construisent des usines. Enfin, c'est impressionnant. Vous voyez des trucs, par exemple, qui se font au Qatar, vous êtes loin d'imaginer que le chef d'incendie c'est un Guadeloupéen, ou c'est un Martiniquais, ou que c'est un gars de Côte d'Ivoire. Vous avez des trucs à Washington, vous ne pouvez pas imaginer que c'est un Camerounais qui gère tout ça. Je ne parle même pas du Canada. Donc ça veut dire que je me dis, attends, le monde noir a des compétences dans tous les domaines les plus avancés. Lancer des satellites, faire des machins dans l'espace, des trucs de malades. Regardez Damien qui est de la NASA, qui est de la Guadeloupe. Un chimiste à la NASA et compagnie. Donc ça veut dire que ces compétences-là, si on bâtissait un mécanisme qui ferait une espèce de rouage qui nous permettrait de créer une stratégie pour utiliser les compétences de chacun pour aboutir à un résultat, qui est l'exploitation de notre hydrogène et de notre géothermie, mais où est le problème? Donc la balle n'est pas dans le camp de l'adversaire, parce que nos adversaires, on les connaît. Mais je vais vous dire une chose. Que serait un match entre Barcelone et Real de Madrid si Real de Madrid n'était pas venu pour gagner le match?